Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on glorifie un peu tous la sèche. Le déficit calorique, la sèche, bref, avoir un physique plus sec. Mais ce qu'on vous raconte pas, c'est que malheureusement, il y a aussi des effets négatifs. Ou en tout cas, des choses qui font que, effectivement, la sèche, ça peut rendre un peu con. Et aujourd'hui, ça change. L'idée, c'est de voir un petit peu tout l'envers du décor, mais aussi tout simplement ce que c'est, la sèche, le déficit calorique, faire une différence dans tous ces termes. Bienvenue sur Next Physique, l'épisode, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. On se retrouve pour ce nouveau podcast, explication sur la sèche, le déficit calorique et surtout aussi tous les petits envers du décor et comment les éviter pour ne pas être un con. Alors, est-ce que ça rend vraiment con ? En tout cas, ça peut rendre moins concentré. Je vous donne une anecdote perso. Par exemple, une fois, j'étais parti en déplacement alors que j'étais en sèche, en grosse sèche. Je vous donne les conditions juste après. Et ce qui s'est passé lors de ce déplacement, c'est que j'ai cassé ma valise. Ma valise, franchement, était devenue inutilisable. J'ai dû l'acheter. Sauf que quand je l'ai jetée, j'ai jeté aussi mes clés de maison. Donc quand je suis revenu chez moi après une semaine de vacances, après avoir bien oublié où étaient mes clés, j'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé mes clés. Donc j'ai dû changer la serrure, bêtement, juste pour une histoire de manque de concentration et d'oubli de ces clés dans la valise. Et je pense que honnêtement, si j'avais pas été autant fatigué à ce moment-là, j'aurais pas eu ce problème. Pourquoi j'ai été autant fatigué ? Parce que j'étais en préparation de bodybuilding. Donc j'ai été vice-champion de France cette année-là. Ça a payé, mais effectivement, je me suis retrouvé très sec et dans une condition physique un peu fatiguée. Et effectivement, dans certaines situations, on peut se retrouver avec des problèmes similaires. Je pense que j'en ai d'autres, des trucs comme ça à vous dire. Euh, pour rappel, la sèche, c'est quoi ? Le déficit calorique, c'est quoi ? J'aimerais bien faire une différence sur les termes, puisque ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver le déficit calorique de manière générale qui est employé pour à peu près toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, ou surtout, en tout cas en général, du gras, et dans lesquels on va chercher à creuser des calories, c'est-à-dire avoir effectivement des besoins qui sont non apportés, qui sont du coup inférieurs, on va avoir des apports qui sont inférieurs aux besoins et qui vont créer une situation de déficit. À l'inverse d'un surplus où on est au-dessus de ses besoins et du coup on va apporter plus d'énergie que nécessaire. Là ici c'est l'inverse, on va creuser un déficit à partir d'un manque énergétique. Et cette énergie, c'est les calories. La balance énergétique, c'est ce qui régit votre fonctionnement humain. Donc l'homme, avec un grand H, fonctionne sur cette balance-là. Et à partir de cette balance, on peut créer un déficit calorique. Et là, on va pouvoir parler de termes plus spécifiques pour certains, ça va être une sèche. Une sèche, globalement, pour les gens, c'est ce qu'on appelle une perte de graisse. C'est dans l'idée, effectivement, d'aller perdre du gras, pas spécialement du poids, mais du gras, en tout cas maintenir au moins sa masse musculaire, voire potentiellement continuer de prendre de la masse musculaire, ça dépend des objectifs de chacun, de son sport, etc. Mais c'est ce qu'on entend par une sèche. Après, on va effectivement entendre pour d'autres termes une mini-cut, des termes plus spécifiques. Mais globalement, le terme qu'on utilise le plus de nos jours, en tout cas, c'est ça, ou un déficit calorique, où les gens vont parler d'une perte de poids. Mais souvent, c'est ce qu'on entend par là. Mini-cut, c'est encore plus spécifique. Il y a des choses comme ça. Mini-cut, c'est une mini-sèche qui va durer 6-8 semaines, dans lequel on cherche à perdre un max de gras sur ce mini-temps, et dans lequel on ne perd pas de force. Voilà, à la base c'est ça une mini-cut, maintenant c'est employé pour plein d'autres sauces. Mais bref, c'est pas le sujet du jour, on va pas discuter de tous ces termes-là, il y en a tellement. L'idée c'est surtout de vous montrer l'envers du décor, la face cachée de tout ça, ce que personne ne vous raconte, mais surtout comment on évite ces trucs-là. La première chose c'est pourquoi. Pourquoi la sèche pour moi Pour moi, ça rend con. Ça rend beaucoup de gens cons, en tout cas. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a ce phénomène qui arrive, qui applique des conditions, des conseils, et c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais toi aussi t'es sur les réseaux sociaux et t'es encore en train de nous donner un énième conseil, alors que nous, on sait déjà pas trop quoi faire. C'est mon métier déjà. Donc à la base, je fais des suivis de nutrition. Ensuite, je suis coach et ça fait plus de... On est en 2025, ça fait 7 ans que je fais ça. Je suis en train de travailler sur les clients, les élèves que j'ai en ce moment. On est sur du 700 à 800 suivis pour l'instant. Donc j'ai vu du monde. J'ai vu forcément beaucoup de choses à corriger, puisque les gens ne seront pas là à la base pour rien. Et ce que je peux vous dire, c'est que malgré le fait qu'on sache de plus en plus de choses et que grâce aux réseaux sociaux, l'info s'est démocratisée, j'ai pas l'impression qu'on avance dans le bon sens. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'en termes de statistiques, ça c'est pas super,
Eh bien, actuellement, l'humain moyen d'Occident est en train de dépasser le taux de masse graisseuse moyen de celui d'un cochon. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus gras. Et on est plus gras que le cochon moyen. L'autre problème qu'on va retrouver, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de salles de sport. Ça s'est démocratisé, c'est super. Il y a de plus en plus de gens qui font du sport. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui sont gras. Alors, le problème, c'est pas le sport. Pour moi, c'est pas le sport. Le problème, c'est la diète. Bien sûr, on pourra citer ça sur plein d'angles. Les politiques publiques, la gestion de l'information, l'accès dans les supermarchés à certains produits. Bref, il y a plein de problèmes. C'est pas ce qu'on va aborder et ce sur quoi on va discuter aujourd'hui. Mais pour moi, c'est en tout cas les trois grandes catégories qui sont à travailler pour que l'humain, encore une fois l'homme avec un grand H, ait de moins en moins de problèmes sur sa condition physique. L'information, les politiques publiques et les magasins. En tout cas, la consommation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver effectivement lorsqu'une sèche effectivement peut être agressive et qui va effectivement pouvoir être un petit peu problématique? La réduction des calories, et en tout cas la réduction drastique de calories, ça peut amener certains impacts cognitifs. En gros, fatigue chronique, c'est-à-dire être continuellement fatigué, vous voyez, le problème de mes clés, ça venait de là. Irritabilité, le fait d'être irritable, ça c'est un problème qu'on va retrouver effectivement avec de fortes sèches, et surtout quand elles sont mal gérées. Une perte potentielle de motivation, puisque le corps, on va chercher à créer une situation de famine, d'avoir de moins en moins d'apports caloriques, et du coup de chercher à créer un besoin, et par conséquent, le corps se met un peu en mode j'ai la flemme. C'est naturel, c'est normal. Et bien sûr, une petite obsession qui peut parfois naître sur la nourriture, la bouffe, lorsqu'on arrive dans des situations drastiques, dans des situations importantes de sèche, qui peuvent potentiellement soit avoir duré trop longtemps, soit être beaucoup trop basses et ou potentiellement créer des troubles alimentaires si l'alimentation n'a pas été équilibrée, que ça soit ici et dans l'assiette. Et donc effectivement, lorsqu'on a une mauvaise gestion, un mauvais équilibre de sa flexibilité, on peut se retrouver avec de la frustration et donc des troubles du comportement alimentaire. On peut aussi retrouver des troubles de la mémoire et de l'attention, effectivement, lorsqu'on va chercher de gros déficits caloriques, voire potentiellement d'autres problèmes qui peuvent être des réflexes hormonaux. Pour la faire court et assez simple, on va retrouver une chute de la leptine, potentiellement une chute de la testostérone, chute de la libido, ou perte des règles pour mesdames. Mais le point général que vous pouvez retenir là-dessus, c'est surtout principalement sur le sweet spot hormonal. En gros, c'est le taux de masse graisseuse idéal pour un individu. Et lorsqu'on va vraiment en dessous de ce taux-là, effectivement, on se retrouve dans une situation où les hormones ne sont plus au top. Par exemple, pour un homme, la situation idéale physique, c'est à peu près entre du 10% et du 17% de masse graisseuse. Mais le taux hormonal idéal d'un homme, pour l'un, ça va être 12%, pour l'autre, ça va être 14%. Personnellement, sur les prises de sang que j'ai fait sur ces 12 dernières années, j'ai pu voir que là où je tourne le mieux, c'est entre 12 et 13-14% de masse graisseuse. En tout cas, c'est là où je me sens le mieux et le plus puissant au niveau hormonal et j'ai les meilleures prises. Maintenant, de votre côté, bien sûr, je parle à niveau naturel. Je pourrais pas conseiller les gens qui effectivement font des cures, etc. C'est pas du tout mon domaine, donc désolé. Mais pour ceux qui ont effectivement des apports, voilà, une vie normale, euh, on va être dans cette situation-là. Pour mesdames, on va se retrouver avec un seuil minimal qui va être de 19-20% grand minimum et du 27% aussi. Donc on a à peu près un différentiel de 10% homme-femme. Et pareil, on va retrouver des situations hormonales qui vont être idéales pour certaines personnes. Pour certaines femmes, ça va être du 22%. Pour d'autres, ça va être du 24-25%. Voilà, ça va changer. On a aussi pu noter une petite corrélation, en tout cas pas forcément causalité, mais en tout cas une corrélation entre les formes naturelles féminines et leur libido idéal, leur production hormonale idéale. C'est-à-dire qu'une femme qui a naturellement de bonnes répartitions, je veux pas glorifier le truc, mais ce qu'on appelle voilà, des formes généreuses naturellement, va avoir souvent un taux de masse graisseuse idéal qui va être un peu plus haut que pour une autre femme qui n'a pas forcément les hanches larges ou une forte poitrine. Voilà, c'est des choses qui sont à noter. Maintenant, ce qu'on peut faire pour éviter tous ces problèmes que je viens de citer. Alors au niveau masse graisseuse, on vient d'en parler, c'est un gros point, effectivement. Il y a un peu ce seuil idéal qui apporte du coup des petits problèmes hormonaux et qui au final sont des gros problèmes puisque les hormones c'est un peu ce qui vous régit. Et après, tout ce qui va être sur les excès de déficit calorique, vous allez soit éviter d'aller trop bas dans vos calories, on peut descendre relativement bas, l'homme peut se permettre
de descendre très bas. Malheureusement, les pires situations dans lesquelles on a pu faire des études qui nous ont montré que l'homme peut vraiment perdre du gras dans toute situation, c'est les pires de l'histoire. Je vous fais pas de dessin, mais je pense que vous connaissez un peu l'histoire de ces 200 dernières années, et elle n'est pas toujours très jolie. Et malheureusement, on sait qu'on peut perdre du gras. Oui, dans des situations très drastiques, encore une fois. Donc il n'y a pas de métabolisme bloqué dans certaines situations comme le siècle dernier. Ils ont tous perdu, malheureusement, dans des situations très complexes. Ensuite, ce qui est à noter, c'est que y a aussi la continuité, c'est-à-dire se retrouver trop longtemps dans une zone de déficit calorique, c'est pas idéal non plus. À un moment donné, il va falloir travailler le métabolisme. Et pour être honnête, je pense, pas la stat, mais j'ai plus de la moitié des suivis, même franchement 2 tiers des suivis que j'ai où on me demande effectivement de perdre du gras, des gens qui sont en train d'essayer déjà depuis beaucoup trop longtemps et pour lesquels je leur fais travailler leur métabolisme, je leur fais travailler leur santé et après on y va. Et les 3 quarts du temps, c'est comme ça. Franchement, les 3 quarts des suivis que j'ai, je suis obligé de travailler avec eux la voiture parce qu'ils ont défoncé leur bagnole. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Vous imaginez une voiture de Formule 1, elle fait des tours de piste, mais il faut s'arrêter au garage à un moment donné. Il faut retaper un peu la roue, il faut revisser, des trucs comme ça. Ben, les personnes, le truc, c'est qu'elles font des pistes à gogo, elles ont défoncé leur caisse et maintenant, ben, il va falloir s'arrêter, il va falloir l'accepter. Voilà, ça c'est les plus gros soucis qu'on va retrouver. En tout cas, sur le côté cognitif et hormonal. Est-ce que la sèche, ça rend faible? Ça, c'est le point numéro 2. Est-ce que physiquement, la sèche va réduire vos performances? C'est vrai que c'est possible. Mais en soi, c'est surtout une mauvaise gestion de ce déficit calorique de cette sèche. Le premier point et qu'on peut retrouver, c'est la perte de force réelle et pas forcément la perçue. Ensuite, donc les stats. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver blessure potentielle ou en tout cas récupération qui va être altérée. Et du coup, on est obligé un petit peu de parler de la progression. Comment ça marche? Ben, si vous avez une personne qui se tracte, qui fait des tractions, un exercice au poids de corps, c'est un très très bon exemple, qui fait 10 tractions, mais qui maintenant, après coup, pendant sa sèche, n'arrive plus qu'à en passer 8, alors oui, on peut tout simplement dire qu'elle a perdu en performance. Donc c'est quand même bizarre par contre, c'est qu'elle a perdu techniquement du poids, admettons elle a perdu 5 kilos entre temps et elle a perdu 2 reps. Dans ce cas-là, oui, il y a une perte de masse musculaire certainement et de force sur les groupes musculaires du dos, des biceps, etc. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que par exemple pour une personne qui fait un exercice avec une charge, admettons le squat, où il faut aussi se porter soi-même, techniquement si on est plus léger, on est censé pouvoir pousser plus lourd. Et en soi, un marqueur idéal, c'est de dire que vous devez progresser sur les exercices où vous allez vous soulever vous-même. Exemple, un exercice de mollet debout, même si vous êtes sur une machine qui vous tient les épaules pour faire les mollets debout, vous êtes aussi en train de vous porter avec vos mollets. Par conséquent, si vous avez perdu du poids, vous devez nécessairement avoir augmenté vos performances au mollet. Si vous faites la même perf, mais que vous avez un poids qui est différent, alors vous avez perdu en force. Donc potentiellement en masse musculaire. Ça, c'est à savoir. Et le premier élément qui va revenir, souvent, c'est le manque de protéines. Manque de protéines dans l'alimentation, manque de récupération sur les groupes musculaires, et donc forcément, performance qui a pu être réduite. C'est pas toujours le déficit calorique qu'il faut pointer dans dans ces situations-là, mais ça va être aussi la récupération. Est-ce que le sommeil est idéal? Est-ce que le stress est aussi idéal, c'est-à-dire le plus bas possible? Et donc ces points peuvent aussi jaillir et venir altérer votre progression. Mais en somme, une sèche ne doit jamais venir altérer votre progression. Techniquement, à moins d'avoir atteint un certain niveau, vous devriez pouvoir continuer de progresser sur vos séances lors d'une sèche, lors d'un déficit calorique. Personnellement, même à très haut niveau, en atteignant les championnats de France et de très bonnes places en podium sur ces championnats, je n'ai pas vu de situation où je perdais de la performance. En tout cas, je continuais de croître. Certes, la performance était en croissance très faible. J'ai pu faire une stat de 2% sur l'année. C'est très peu. Mais 2%, c'est mieux que rien et j'ai pas décru. Alors bien sûr, vous allez me dire encore une fois, c'est ton métier, Julien, t'es gentil. Mais oui, mais ce que je veux ici dire, c'est que c'est peut-être mon métier, mais c'est ce qu'on doit voir sur le terrain. Et là, on est à haut niveau. Pour une personne lambda,
En aucun cas, il faudrait perdre de la performance. À vous de jouer. Bon, ceci étant, il n'y a pas forcément que ça qui va être à citer, mais effectivement, il y a des problèmes qui sont hors déficit calorique, mais qui sont un peu alimentés par le déficit calorique, qui peuvent effectivement poser problème. Donc on l'a dit, le sommeil, le stress, qui ont des impacts très forts sur les performances des personnes. Ensuite, au niveau psychologique et social, la sèche peut avoir un impact, on va pas se mentir. Forcément, on a dans ces situations-là, avec des apports caloriques qui sont moindres, qu'on compte ses calories ou qu'on compte pas ses calories, pas les mêmes possibilités qu'avec des apports qui sont supérieurs. Et donc ça peut jouer sur notre psychologie, notre social. Si effectivement votre côté social repose uniquement sur je consomme autant que la personne à côté de moi et que cette personne ne le comprend pas, alors oui, ça a un impact. Si cette personne est ouverte d'esprit, ça n'a pas d'impact techniquement. On peut se retrouver avec des personnes qui évitent les sorties de l'isolement social. Pour ma part, ça a été le cas lorsque j'ai été très jeune et que je n'étais pas moi-même assez ouvert, je pense, pour me dire ok, s'ils vont manger tacos, t'es pas obligé de manger le tacos avec eux. Ok, on est d'accord, t'as peut-être envie de manger tacos. Mais c'est mieux que de rester chez toi et d'arrêter de voir tes potes. Non. Alors, je pense qu'il y a d'autres situations comme ça, où les gens peuvent éviter peut-être un repas de famille ou des restos. Et si ces personnes ne sont pas ouvertes d'esprit sur vos objectifs, c'est dommage. Mais des fois, on n'est pas obligé de s'écarter des gens pour tout simplement avoir des moments qu'on aurait pu éviter. Parce que des fois, il y a peut-être une sortie tacos avec les copains, mais après, les copains, je sais pas, ils jouent à FIFA. Après ça, tout le monde peut jouer à FIFA, il n'y a pas de nourriture. Donc attention à ces points-là. Ensuite, on a les comportements alimentaires qui peuvent être dangereux. Comme on l'a cité tout à l'heure, les troubles du comportement alimentaire créent une obsession, des TCA potentiels. Il faudrait savoir rester flexible. Être en déficit calorique en sèche ne veut pas dire écarter toutes les possibilités. C'est pas parce qu'avant vous mangiez une pizza, une Ben Jerry's et que vous buviez un Coca à côté qu'aujourd'hui vous allez devoir tout enlever d'un coup. Vous pouvez aussi très bien voir les choses de manière potentielle par cran. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever de votre vie. Et pour plein de personnes, il n'y aura pas forcément besoin de tout enlever. Vous pouvez gérer avec de la régulation, des techniques qui vous permettent de gérer vos apports caloriques, mais ça ne veut pas dire enlever tout de votre assiette, assiette avec un grand A de manière générale, l'alimentation. Vous pouvez aussi très bien continuer d'avoir de la flexibilité, voire une petite binouse le week-end avec vos copains, et que ça passe dans vos apports caloriques. Le tout, c'est encore une fois et toujours d'avoir 80% de l'alimentation qui est très bien gérée, qui est saine, qui correspond à votre équilibrage, vos protéines, des aliments qui vous apportent toutes vos vitamines, vos minéraux, et ça c'est le plus important. Après les 20% à côté, sauf si vous êtes athlète professionnel, eh bien vous pouvez vous faire plaisir. Petite pause express pour te dire que ce podcast est réalisable grâce à mes suivis personnalisés, que ce soit en entraînement, en nutrition, à l'ancienne comme mon premier métier, ou alors les deux en suivi complet. Pour en savoir plus, si ça t'intéresse, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à aller regarder la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Autre point qu'on peut retrouver pour certaines personnes dans les déficits caloriques, c'est la body dysmorphia. En gros, c'est le fait d'avoir une perte de confiance paradoxale avec la réalité de son physique. C'est-à-dire qu'on est sec, mais on n'est jamais satisfait et ça suffit pas. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur les gens qui peuvent potentiellement développer de l'anorexie. Et on va retrouver aussi ça parfois dans des situations où les gens ne se rendent plus compte du tout de où elles en sont, pas forcément en anorexie d'ailleurs. Et malheureusement, ça peut amener des situations graves, dans le sens où déjà mentalement ça va plus, donc c'est déjà grave. Mais quand on a une anorexie, on a un risque vital, et parfois dans certaines situations qui peut descendre très bas, voire potentiellement, malheureusement, un décès. Ce qui peut effectivement être tout simplement, oui, un problème extrêmement grave, puisque là on parle de la vie. Donc attention aussi de ce côté-là, quand on est potentiellement toujours en déficit calorique, il y a peut-être un moment donné où on a atteint une zone où il faut arrêter, et ça suffit largement. C'est rarement quelque chose que j'ai observé en tant que professionnel, mais j'ai vu quand même forcément quelques personnes au cours de ma profession sur ces années qui cherchaient à descendre plus bas que bas et pour lesquels j'ai dû mettre un stop. Euh, si je devais dire un mot, c'est que j'ai même rencontré une situation très grave là-dessus. J'ai une personne qui était trop faible physiquement,
qui m'écoutait pas toujours et qui malheureusement on n'a pas fait beaucoup de suivi ensemble puisqu'elle est rapidement tombée en trottinette alors qu'elle était déjà trop faible physiquement et donc à ce niveau-là quand on est trop sec, qu'on a trop peu de quoi couvrir une blessure, la blessure devient forcément très grave. Je vous dis ça parce que la personne évidemment est toujours en vie, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des problèmes autres que juste mental, ça peut effectivement aller très loin. L'autre côté que je peux observer, que j'ai pu observer, et à vous dire aussi côté scientifique, évidemment, on fait toujours des petits points scientifiques sur le podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité d'ailleurs qu'on n'a pas fait les études de l'année, les études récentes intéressantes. Pourtant, je crois que ça fait qu'un mois qu'on a fait ce podcast. Mais il y a des points qui sont intéressants pour effectivement avoir une bonne manière de sécher sans devenir con et faible. Alors, on les a cités un peu aujourd'hui, mais c'est de réduire modérément et d'éviter les trop gros déficits. Éviter les pertes drastiques, ultra rapides et claires, ou en tout cas, par exemple, les jeûnes d'un seul coup où je mange que des pommes pendant 2 semaines ou du vinaigre de cidre de pomme. On se retrouve dans des situations où le corps va prendre extrêmement cher avec un déficit beaucoup trop important et vous allez perdre énormément de masse musculaire. Le truc, c'est que des fois, vous voyez que la perte de poids et vous dites ok, je perds beaucoup. Sauf que lorsque vous perdez surtout de la masse musculaire, vous allez vous retrouver en situation où vous allez pouvoir faire un effet yo-yo derrière, c'est-à-dire reprendre énormément puisque vous n'avez plus ce qui fait fonctionner correctement votre métabolisme, du muscle. Et même si vous n'êtes pas un individu très musclé, vous en avez du muscle. Même si vous ne faites pas de la muscu régulièrement, ou pas souvent, ou pas du tout, vous en avez du muscle. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Par conséquent, si vous en retrouvez à perdre le peu que vous avez, vous allez retrouver beaucoup plus faible avec moins de dépenses au quotidien, puisque c'est une des choses qui régit votre dépense quotidienne, et par conséquent, vous allez reprendre énormément. Ensuite, écoutez vos signaux, surtout, en tout cas, les signaux qui sont physiologiques, les hormones, votre libido, ça c'est un très bon indicateur, les règles ou le sommeil, c'est-à-dire à quel point vous êtes potentiellement fatigué, c'est peut-être le moment d'arrêter. Ensuite, gérez intelligemment votre charge d'entraînement, volume, intensité pour que vous ayez un niveau de récupération qui soit idéal. Et par conséquent, en déficit calorique, on doit parfois, voire souvent, devoir revoir ses niveaux de volume. Parfois réduire le nombre de séries si nécessaire dans ses entraînements. Et si vous voulez savoir où vous en êtes, j'ai un guide qui est gratuit, il est en lien en description. Je l'ai fait cette année, il est tout frais. N'hésitez pas à aller voir pour avoir le volume idéal en fonction de votre sport. Ensuite, l'autre point, c'est d'avoir une durée idéale. Fixez-vous une deadline pour votre sèche pour pas qu'elle se retrouve à faire 1 an et demi. Faites une sèche, un déficit calorique, fixez-vous une date. Et à partir de ce moment-là, il faudra, comme on l'a dit tout à l'heure, revenir au garage, retaper un peu à la voiture et après on retourne sur la piste. Si nécessaire, bien sûr. Ensuite, au niveau psychologique, essayez d'avoir des petites stratégies qui vous permettent d'éviter une situation grave où vous allez complètement péter un câble. Vous pouvez par exemple vous placer des périodes de refeed ou tout simplement de diet break. En gros, c'est un break dans votre sèche. Moi, je l'ai fait par exemple pour mes prépas de compétition, ça m'a pas mal aidé. En tout cas, c'était pas l'idée principale. Je voulais juste voyager. Et en fait, le fait d'avoir mis ces breaks pour 2 voyages au cours de ma prépa, bah en fait, ça m'a amené beaucoup plus serein sur scène derrière. Je me suis retrouvé à avoir des breaks qui sont pas si loin de ma scène et ça m'a fait plaisir. J'avais fait une pause au bout de 2 mois de sèche. Les 2 premiers mois d'amorce sont pas faciles. Ensuite, j'ai fait une autre pause. Donc, j'ai fait des pauses de 2 semaines à chaque fois, hein. Donc, ça a un bon impact quand même. C'est des belles pauses. Donc, ça allonge forcément la durée du déficit. Pour ma part, j'avais perdu à peu près 12-13% de masse graisseuse. Donc c'était une énorme perte, hein. On était sur une perte de compétition, c'est pas le cas de tout le monde. Mais une période de diet break, ça peut être intéressant, effectivement. Peut-être à un moment donné, vous avez des vacances de prévues, faites une pause et après vous reviendrez. De la flexibilité aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'en inclure pour éviter de péter un câble. Le fameux 80-20% de l'alimentation, ça aussi c'est un truc important, je pense, pour la plupart des gens en tout cas, pour éviter de faire n'importe quoi. Et bien sûr, très important, que je dirais moins effet scientifique, mais c'est plus faites des repas qui vous font plaisir. Si votre sèche compose de repas hyper chiants, qui vous donnent pas envie ou que vous mangeriez pas par plaisir, bah ça va pas le faire en fait.
Il faut que vous ayez des repas où vous aimez bien ce que vous mangez. Si vous avez, je sais pas, un plat en face de vous, basique, riz, brocoli, dinde, et franchement vous aimez pas ça, bah, ça va pas le faire. Vous allez péter un câble. Par contre, il y en a pour qui ça pose aucun problème. Tant mieux. Mais effectivement, il faudra peut-être cuisiner un petit peu plus, jouer sur les épices, jouer sur les sauces, trouver des recettes qui vous conviennent mieux, en tout cas, et qui vous permettent de continuer à réussir votre déficit calorique. Maintenant, je vais répondre à 5 petites questions qu'on m'a posées autour du déficit calorique et que je voulais remettre par ici, qui peuvent potentiellement vous aider. Donc là, ça va être un petit format rafale, rapide, efficace, petit jingle, on est parti. Pire erreur que tu as faite en sèche. Moi, je pense que la pire erreur que j'ai fait, c'était les clés. Mais si je devais en citer une autre, c'était en déficit calorique, pareil, en prépa de compétition. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que je ne comptais plus dans mon MyFitnessPal le chocolat que je mettais le matin dans mon porridge. Le truc, c'est que cumulé sur une semaine, les carreaux de chocolat, ça en fait plein et ça fait un trou calorique. Et d'un seul coup, je me mettais à ne plus perdre. Je me suis retrouvé avec une semaine blanche comme ça, et je fais putain, il y a un problème là. Et là, je regarde le truc, je fais attends, c'est pas normal. C'est ton métier, gros. Tu dois pas avoir un arrêt aussi long de ta sèche. Et là, je regarde de plus près, carré de chocolat. Je les avais plus dans mon petit-déj. Du coup, j'avais plus de calories que nécessaire, donc j'étais plus en déficit. Signe que ta sèche part en vrille. Je dirais les plus gros signes, en vrai, c'est les signes physiques, hein. C'est ça qui permet de vraiment voir les choses. Dire vous êtes crevé, vous n'arrivez pas à tenir vos perfs, c'est que ça commence à être compliqué. Et qu'il va peut-être falloir réfléchir à les choses autrement, revoir le programme, ou revoir sa façon de faire, ou faire une pause. Ce que tu aurais aimé savoir avant ta première sèche. Première sèche, je l'ai fait très jeune. C'était ma première perte. Je l'ai fait quand j'étais ado, c'est le début de cette expérience. Et ce qui fait ce podcast aujourd'hui, je l'ai raconté cette année, il n'y a pas si longtemps, cette expérience. C'est un podcast qui vous a plu d'ailleurs. Si vous voulez le retrouver, il est un petit peu plus en arrière. Ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est fais pas les trucs au hasard en fait. Prends un professionnel et fais-toi aider et arrête de faire n'importe quoi tout seul. Résultat, tu vas juste créer des troubles du comportement alimentaire. Ça m'aurait valu beaucoup plus de tranquillité à l'époque. Conseil rapide à celui qui va débuter une sèche. Euh, Conseil rapide à quelqu'un qui va débuter une sèche, je dirais fais des bonnes courses. Fais des courses qui vont t'aider et n'augmente pas trop vite ton volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est faire des assiettes avec des aliments qui sont très peu caloriques et du coup en manger plein. Par exemple, faire une grosse salade maison. C'est super, il y a peu de calories. Mais il ne faut pas le faire tout de suite. Il faut garder ça pour un petit peu plus tard quand ça va être difficile. C'est là où ça va être intéressant. Est-ce que la sèche extrême vaut vraiment le coup pour de la compétition? Je vois pas l'intérêt sinon. C'est pour faire le kéké d'être ultra sec à 9% de masse graisseuse, je vois pas l'intérêt. Vous allez perdre en libido, vous allez être mauvais sur votre testo, vous allez perdre en perf. C'est potentiellement une idée à la con. Une sèche, c'est intéressant. C'est intéressant pour tout le monde, il y en a plein qui en ont besoin. On a vu la masse graisseuse mondiale, elle fait que d'augmenter. Les gens ont besoin de sécher. Les gens sont trop gras. Euh, voilà. Il n'y a pas de body positive ici, je suis désolé. Ça va pas plaire à des gens, mais c'est le cas. On est trop gras. On fait que de trop manger, on mange trop. Bref, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire aujourd'hui. Mais la sèche, ça devrait pas vous coûter votre santé, ça devrait pas vous coûter votre plaisir au quotidien, votre sociabilité. L'idée, c'est de bien s'y prendre pour qu'on ait un bon équilibre entre ce qu'il vous faut dans l'assiette et ce qu'il vous faut aussi mentalement pour que le tout soit bien géré, que ça vous fasse plaisir au quotidien et que ça soit tenable. L'objectif à la base, c'est d'avoir une bonne santé, c'est pas de se retrouver avec pire que ce qu'on avait avant au final. Ou en tout cas, toujours moins bien. L'idée à la base, c'est tous d'être bien dans son corps. Ok, c'est d'avoir un corps qui vous plaît, mais n'oubliez pas que ou voir parfois dans une salle de sport, vous voyez des gens trop stylés, peut-être qu'en fait, au final, ils n'ont pas une super santé. Ça, c'est un truc aussi que j'inviterais à bien retenir et qu'on voit de plus en plus avec les gens qui vont que faire du déplacement ou que bouger pour la salle de sport et qui font rien de la journée à côté, qui sont ultra sédentaires. Et c'est le cas d'une grande partie de la population et malheureusement, on n'est pas forcément en meilleure santé avec ce point-là. Ça, je pourrais en discuter plus tard dans un autre podcast si vous voulez, mais on commence à trouver que effectivement, les gens qui ne bougent pas assez dans leur journée et qui vont quand même faire une séance de sport à côté,
auront toujours des problèmes parce que ça ne suffit pas. Ouais, je sais, c'est chiant, faut se bouger. Et on est dans une génération où on bouge de moins en moins. Je suis pas marrant. Vrai, ce que je vous encourage à faire, c'est de bouger, bien manger, bien dormir, être peu stressé si possible, en tout cas on fait de son mieux, et avoir une activité qui vous plaît. C'est ça le plus important. Si cet épisode vous a plu comme d'habitude, et si ça vous a appris des choses, n'hésitez surtout pas à nous aider en retour. On a très peu de retours, pourtant vous êtes nombreux à écouter, surtout sur les plateformes d'écoute. Une note sur le podcast, ça nous aide énormément. Un petit commentaire, même si c'est un pouce. Moi, ça me va super bien, ça nous aide. Donc, merci à ceux qui le font. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.